Bonjour à tous et bienvenue à la deuxième conférence débat de ce Forum européen des ruralités en Nouvelle-Aquitaine, un événement récurrent dans le paysage de la Nouvelle-Aquitaine maintenant. Il a été créé il y a 2 ans dans la région. Il y a 15 jours, nous planchions ensemble sur l'impact finalement plutôt positif et encourageant de la crise sanitaire sur la ruralité. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas pu assister à ce débat, le 13 avril dernier, je vous propose un rapide retour en images. Le cluster ruralité, il a permis de rassembler des gens qui étaient quand même très inquiets. Les maires ruraux étaient très inquiets sur la réforme territoriale. Donc on s'est soudés et puis on a partagé, on a échangé. On a ajouté des opérateurs de milieu rural comme la Poste, comme les bailleurs sociaux, la Caisse des dépôts. Solina. On a même adjoint la justice pour parler justement de l'accès aux droits en milieu rural. Alors d'abord, rural n'est pas un gros mot. Notre combat, ça a été d'installer, de réinstaller tous les commerces et services. Une des recettes employées a été de les regrouper spatialement. Au fond, c'est ma dernière question. Qu'est-ce qu'ils trouvent, ces nouveaux habitants dans votre commune, qui n'existaient pas en 2008 lorsque vous avez pris avec votre équipe les rênes de la municipalité? Je pense que ça existait peut-être, mais c'était sous-jacent. Je crois que c'est l'affirmation du cadre de vie, quoi. C'est essentiel. Quelle que soit la taille des communes, toutes petites ou un peu plus grande, il y a des idées, il y a une volonté, et il y a des réussites. Le territoire rural, les territoires ruraux, mais pas tous, j'y reviendrai, ont tiré profit de cette situation qui va leur amener probablement de nouveaux ménages à résidence dans leur village et dans les villes moyennes. Un petit village n'est pas un lieu désertifié et doit être une petite ville de qualité, belle du point de vue des interventions que les maires peuvent faire, mais il doit y avoir aussi de la vie, donc le restaurant, les commerces, quelques activités. Je crois qu'il faut continuer à aller de l'avant, il faut rester passionné, comme mes collègues ici, et avoir les soutiens de la région et du département. Nous faisons aujourd'hui, mardi 27 avril, un coup de projecteur sur la jeunesse en milieu rural. Est-elle finalement si différente de la jeunesse urbaine? Comment répondre à ses attentes? Comment accompagner les jeunes actifs dans leurs projets sur leur territoire? Un vaste débat. Pour en parler avec nous aujourd'hui, autour d'Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine, des élus locaux, Geneviève Barra, vice-présidente de la ruralité et maire en Creuse de la commune de Saint-Germain-Beaupré, qui nous rejoint tout à l'heure. Patricia Rouxel, qui est maire d'Égondigné dans les Deux-Sèvres. Elle est avec nous en distanciel depuis sa commune des Deux-Sèvres. Daniel Barbe, maire de Blasimont en Gironde. Il est également, Daniel Barbe, le président des maires ruraux de la Gironde et du cluster ruralité. Un jeune entrepreneur qui est là juste à ma droite, Thomas Tételin, électronicien, qui travaille formé à Toulouse, ayant travaillé à Montauban, travaillant à Bordeaux, ayant des projets de création d'entreprise sur le Lot-et-Garonne. Vous nous raconterez tout ça tout à l'heure. Monsieur Tételin, c'est un jeune de son temps. Il est toujours en mobilité. Avec nous aussi 2 témoignages européens qui sont à distance de Madrid et d'Italie, je crois, je ne sais plus où. Paolo Cesarini, ancien haut fonctionnaire à la Commission de Bruxelles, avec un projet passionnant un propos passionnant sur la connexion des jeunes, qui change peut-être la donne aujourd'hui dans la France et dans l'Europe de 2021. Thomas Garcia Ascarate, j'espère que je n'écorche pas votre nom, monsieur Garcia Ascarate, sous-directeur au CNRS espagnol et ancien dirigeant à la DG Agriculture à Bruxelles. Et puis, last but not least, c'est le principe de ce Forum européen des ruralités en Nouvelle-Aquitaine depuis plusieurs années maintenant. 3 regards croisés avec des universitaires de premier plan. François Dubé, professeur de sociologie à l'Université de Bordeaux, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, auteur de nombreux ouvrages sur la jeunesse, sur l'école, on ne présente plus François Dubé. Jean-Marie Guilloux, conseiller scientifique à l'INRAE de Toulouse, il est le directeur scientifique de ce forum des ruralités. Enfin, et il va introduire ce débat, il est à ma gauche, à votre droite donc, si vous regardez l'émission, Clément Reversé, docteur en sociologie au centre Émile Durkheim de l'Université de Bordeaux. Monsieur Reversé, vous réalisez actuellement, vous êtes en train de boucler une thèse sur la jeunesse
en milieu rural. Il avait rencontré ces dernières semaines, ces derniers mois, plus de 100 jeunes dans plusieurs départements de la région, mais aussi ailleurs, si j'ai bien compris, en tout cas dans la région, c'est sûr, et 30 acteurs d'associations, d'insertion, de structures diverses qui travaillent à côté de ces jeunes. Alors, on va vous donner la parole bien volontiers pour attaquer ce débat. Comment elle se porte, cette jeunesse en milieu rural? Vous la trouvez confiante, déprimée, connectée, sans emploi, refermée, conquérante? Comment vous la trouvez? À mon sens, c'est une question qui amène à évidemment un petit peu de prudence, notamment parce que tout simplement la jeunesse rurale, c'est une jeunesse dont on n'entend pas beaucoup parler en comparaison avec la jeunesse urbaine. Et effectivement, on a des travaux qui ont été menés notamment par Benoît Coquart qui montrent que les jeunes ruraux sont moins visibles, moins contestataires. Et donc, on dit très souvent que pas de nouvelles, bonnes nouvelles, mais dans ce cas-là, est-ce que tout simplement les jeunes ruraux vont bien, et c'est pour ça qu'on n'en entend pas ou peu parler, ou est-ce que tout simplement ils ne sont pas entendus et est-ce qu'il y a des soucis derrière? Tout d'abord, je pense que c'est important, et puis on va sûrement le rappeler tout du long de ce débat. Au même titre qu'il y a des expériences de la jeunesse, c'est une multiplicité d'individus qui vivent des expériences différentes. Il y a une multiplicité des espaces ruraux. Et effectivement, être jeune aujourd'hui dans un petit bourg à faible densité de Corrèze ou de Creuse, ça n'est pas la même chose que de l'être dans un espace qui va être dominé par l'héliotropisme, attractif, avec beaucoup de tourisme, comme le bassin d'Arcachon, qui est proche de la métropole. Pour ça, à mon sens, il y a deux raisons qui sont importantes. Il y a tout d'abord ce qu'on pourrait appeler un degré de la ruralité, c'est-à-dire la densité de la population, l'éloignement au service, tous ces éléments qui font qu'on qualifie certains espaces d'espaces ruraux profonds, d'autres d'espaces ruraux périurbains. Et ensuite, il y a aussi le terme qu'on a beaucoup employé, des pépites locales, etc., du moins des facteurs locaux, le fait d'avoir la viticulture proche ou éloignée, le fait d'avoir une usine qui s'implante ou une usine qui ferme localement, et qui fait que, évidemment, au même titre, comme je le disais, que la jeunesse est multiple, eh bien la ruralité l'est aussi. Du coup, s'il y a cette pluralité, à mon sens, ce qui peut l'unir, c'est un discours qui revient fréquemment lorsque on rencontre les acteurs sociaux et politiques en milieu rural. C'est celui qui anime d'ailleurs aujourd'hui ce débat, c'est celui sur la perte de la jeunesse. Donc des questions qui reviennent fréquemment. Pourquoi les jeunes partent? Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils restent? Pourquoi ils ne participent plus ou pas assez à la vie sociale de la commune? Et donc, il y a certaines pistes qui sont envisagées, qui à mon sens sont très bonnes. Il y en a qui se tournent par exemple sur la question de la mobilité. J'ai pu observer ça notamment dans quelques communes de Charente et de Creuse qui permettent une location de voitures pour des jeunes qui n'ont pas forcément les moyens de s'en acheter. Mais très souvent, ce qu'on observe, c'est des bourgs qui vont essayer de se tourner vers des mises en place qui sont plus de l'ordre de l'attraction de l'adolescence, donc réouvrir une maison de jeunes, essayer de relancer l'animation culturelle, créer un skatepark. Et ce ne sont pas forcément toujours les éléments qui sont le plus attractifs. On le sait, si vous avez un petit peu vogué dans quelques petits bourgs, les skateparks en général, ils sont largement abandonnés. Moi qui ai du coup passé beaucoup de temps dans les maisons de jeunesse de certains bourgs, il y a peu de jeunes qui viennent, et donc il faut rechercher peut-être d'autres solutions, et puis on en reparlera sûrement par la suite. En tout cas, la jeunesse, ce qui est sûr, c'est qu'elle est envisagée comme une ressource en milieu rural pour la vie de famille. On souhaite que des familles viennent s'installer en milieu rural. On craint aussi le vieillissement des populations. On veut relancer l'activité. Bref, on a besoin des jeunes.
Et parfois aussi, ce qu'on remarque dans certains discours, c'est une certaine hostilité envers la jeunesse qui parfois n'est pas toujours ce que l'on souhaiterait. Je vais paraphraser Monsieur Dubé qui disait que la jeunesse, c'est la liberté, le progrès, l'espoir, mais c'est aussi l'ensauvagement, la drogue, etc. Et donc, d'une part, on demande à la jeunesse de rester, et d'un autre... on la craint un peu, quoi. On la craint, oui, tout à fait. Peur. Et puis on explique, enfin moi du moins, on m'a fréquemment dit que c'est quand même embêtant, ils font des tours en scooter sur la place du village, ils sont incivilisés, mal polis, etc. Et ce qu'il y a à comprendre dans ce double discours aussi, c'est que on essaye de garder une part de la jeunesse qui, parfois, doit partir faire des études en ville, parce qu'effectivement, pour faire des études supérieures, il y a peu de solutions, encore aujourd'hui, qui sont permises. Et à côté, il y a ceux qui restent, les jeunes qui font peut-être moins d'études, ou voire dans certaines conditions, pas d'études, et qui, eux aussi, doivent faire leur expérience de la jeunesse, puis de la vie adulte dans ces espaces, et il ne faut pas les mettre de côté. Et pour ces jeunes, effectivement, ils doivent faire face à une situation qui est celle d'une fragmentation de l'emploi en milieu rural, c'est-à-dire que ce qu'on appelait le capital d'autochtonie, le fait d'être du coin et donc de pouvoir s'insérer localement sur place. L'oncle qui travaillait à la coopérative. Exactement. Et bien du coup, ce fonctionnement, il s'étiole, il disparaît, et de plus en plus, on voit des jeunes qui doivent se tourner vers une succession de petits CDI, vers de l'intérim, et surtout qui ne travaillent plus dans le bourg, qui ne travaillent plus sur place. Et c'est ça aussi qui, à mon sens, donne cette impression que l'esprit du village, l'esprit de la commune disparaît, puisque les jeunes doivent aller dans un bourg à 30 km, puis ensuite dans un autre. Et donc ça rend plus difficile que dans un modèle qu'on pouvait avoir avant, où on avait dans la commune l'usine, on allait boire ensuite avec les copains un verre, et puis on rentrait chez soi dans cette même commune. Donc à mon sens, il y a cette partie-là, et puis ce désaxement qui est important et qui met en lumière l'importance de la mobilité et de la voiture pour l'insertion et pour la prise d'indépendance de ces jeunes. Et ensuite, il y a le fait qu'il y a effectivement une désertification au milieu rural, mais qui n'est pas forcément celle qu'on entend habituellement, qui est celle des espaces publics par les jeunes. Les sociabilités de jeunes se regroupent de plus en plus vers des espaces privés. C'est la maison familiale qui est maintenant le cœur de la vie sociale, et on vit, et j'emprunte l'expression à Benoît Coquart, chez les uns les autres, notamment avec cette fragmentation de l'emploi et des sociabilités locales. Ce que ça peut créer comme phénomène, justement, c'est un cercle vicieux qui est celui de jeunes qui, parfois par peur de stigmatisation, parce qu'on va considérer que c'est peut-être de la mauvaise graine, parce qu'ils font des activités que beaucoup de jeunes, même en ville, font, mais qui passent par l'interconnaissance locale et qui est du coup plus connue localement. Ces jeunes préfèrent se diriger vers des sphères privées, où ils ne craignent pas la stigmatisation, et donc en se détournant des équipements publics. Voilà, des équipements publics. On les soupçonne souvent d'être responsables de petits larcins qui peuvent être faits, etc. Ce qui est pas toujours le cas, ou du moins pas dans les proportions où on le met en avant. Enfin, je conclurai sur le fait qu'il ne faut pas considérer que les jeunes d'aujourd'hui sont repoussés par le rural. C'est quelque chose qui est très important, je pense, à mettre en lumière. Les difficultés que rencontrent les jeunes face à l'emploi, face au logement, etc., elles font que la ville paraît attirante parce qu'elle propose de l'emploi, parce qu'elle propose des études. Mais paradoxalement, quand on discute avec ces jeunes, eh bien, très fréquemment, ils expriment le fait de vouloir revenir s'installer plus tard, une fois qu'ils seront stabilisés. Et donc,
Je pense qu'il faut garder à l'esprit que le fait que la campagne et les espaces ruraux sont attractifs pour les jeunes qui y voient aussi des espaces où le coût de la vie est moins cher, où il y a moins de pollution, où on a un cadre privilégié pour grandir et pour vieillir. Voilà. Très bien, merci. On va en parler tout à l'heure avec Thomas Tettelin. Patricia Rouxel, vous êtes à distance depuis, je pense, votre domicile ou votre mairie des Gondiniers dans les Deux-Sèvres. Est-ce que vous nous entendez bien ? Oui, je vous entends très bien. Alors, je voulais savoir si vous avez reconnu vos jeunes, là, dans les propos introductifs de notre chercheur. Est-ce qu'il a rencontré les mêmes que vous ? Je ne sais pas, plus ou moins. Alors, bon, je veux dire quelques mots de la commune des Gondiniers. Alors, les Gondiniers, c'est une commune nouvelle qui regroupe 4 communes rurales. Donc, aujourd'hui, on a 4800 habitants. On a la chance d'être urbaine en seconde couronne de Niort, donc on bénéficie pleinement de l'attractivité du bassin d'emploi niortais. Donc, et on accueille majoritairement des familles modestes, d'employés, d'ouvriers, de professions intermédiaires, et les jeunes représentent 27% de la commune, des habitants de la commune. À côté de moi, il y a mon fils, donc je vous ai amené un petit spécimen de la jeunesse rurale. Donc, il est né à Niort, il a toujours vécu en milieu rural, donc à Sainte-Blandine, une des communes déléguées des Gondiniers. Alors effectivement, alors on a la chance d'avoir beaucoup de jeunes sur notre territoire, mais pour autant, on n'est pas suffisamment équipé pour pouvoir occuper toute cette jeunesse. Nos 4 communes respectives, on n'avait pas vraiment les moyens de se doter d'équipements pour répondre à la jeunesse. Maintenant, quand nous sommes regroupés, on espère pouvoir trouver, en tout cas accentuer nos politiques publiques vers la jeunesse. Et on démarre juste puisque la commune est née en 2019. Donc c'est 4 communes rurales, je résume, qui se sont regroupées pour peser un peu plus lourd dans le paysage au sein de la communauté de communes qui est élargie. Je résume bien ? Oui, tout à fait. D'accord. Effectivement. Et on fait partie du territoire où il y a le plus de jeunes. Mais je n'ai pas le sentiment qu'on réponde ou qu'on développe une politique centrée sur la jeunesse. Et alors pourquoi ? Qu'est-ce qui vous manque et de quoi avez-vous besoin ? Alors, nous, clairement, plusieurs choses. Ce qui nous manque principalement, c'est un équipement sportif, notamment. On n'en dispose pas et jusqu'à maintenant, on n'avait pas la maîtrise foncière pour pouvoir accueillir ce type d'équipement. Alors, ce problème est réglé puisque depuis le 25 mars, nous sommes propriétaires d'une parcelle de 7 hectares en zone AUL, à urbaniser loisirs. Donc, on va pouvoir imaginer construire, en tout cas, on peut espérer pouvoir maintenant avoir un équipement. Et toute la problématique pour nous, ça va être de le financer. Voilà, ça va être une difficulté pour nous, le financement de cet équipement. Et l'absence d'équipement ne favorise pas le développement des associations. Là, très récemment, j'ai fait le portrait social de la commune. On a fait notre ABS. Et ce qui est très révélateur, c'est qu'on a des associations dynamiques, mais finalement peu au regard de notre population et de la jeunesse de notre population. Et c'est essentiellement lié à ce déficit d'équipement. Et la difficulté pour nos familles, quand on travaille à 15 km ou à 20 km de son domicile, la mobilité coûte cher. On est très dépendant de la voiture. Et il faut compter, pour un couple qui travaille, 4 000 € de dépenses supplémentaires par an. Et c'est autant d'argent qu'on ne met pas dans les activités de loisirs ou culturelles. Et il faut faire de multiples déplacements pour aller au travail, mais aussi pour aller faire certaines courses, parce qu'on ne trouve pas tout en milieu rural, mais aussi pour emmener les enfants faire des activités. Et tout ça, c'est une contrainte à la fois de temps pour les familles et d'argent. Et donc finalement, ce sont les familles qui sont
dites les plus aisées, qui peuvent se permettre de reprendre le véhicule après la journée de travail et d'emmener les enfants faire une activité sportive en dehors de la commune. Donc, on a vraiment un problème de proximité de l'équipement pour limiter les dépenses de ces familles et permettre à nos enfants de pouvoir y venir parce qu'il y a la problématique de la mobilité des jeunes, elle est réelle. Hein, ils ne sont pas mobiles, ils ne sont pas tous des scooters ou j'allais dire des mobilettes, mais c'était plutôt un mot de mon temps, ça. Ou des 50, voilà, pour pouvoir se déplacer. Les familles n'ont pas forcément toujours les moyens de financer le scooter ou la 50. Donc, effectivement, ne pas bénéficier d'équipements en proximité pour pouvoir faire du sport, c'est un frein pour notre jeunesse. Alors, Patricia Rouxel, vous me disiez que vous aviez maintenant le foncier, vous avez des problèmes de financement. Alors, pourquoi? C'est parce que vous n'êtes pas chef-lieu de canton, hein, comme il en existe un de nombreux dans le département des Deux-Sèvres, parce que vous pesez encore faiblement dans la communauté de communes à laquelle vous êtes, bien que réunis, rattachés. Pourquoi vous ne trouvez pas ces financements? Alors, pour l'instant, on ne les a pas sollicités parce qu'on n'avait pas le foncier, mais on voit bien que dans les lignes de financement, la commune n'est pas prioritaire parce qu'effectivement, on n'est pas chef-lieu de canton. On n'a pas le collège sur notre commune. C'est souvent ce qui nous est opposé en termes de priorité. Il n'y a pas de collège sur ta commune, mais pourtant j'accueille le plus d'enfants sur ma commune. C'est assez paradoxal et assez rageant d'entendre ce type de propos en permanence. Et pour moi, ça ne justifie pas qu'il n'y ait pas d'équipement sur mon territoire. C'est là où je dis, quelquefois, c'est étrange. Alors, on va avoir des gymnases. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas des gymnases dans les autres communes rurales. Elles ont besoin de ces équipements. Elles ont des collèges, donc il faut pouvoir proposer aux collégiens des équipements de qualité pour pouvoir faire du sport. Mais j'accueille sur ma commune environ presque 450 enfants qui sont scolarisés, notamment un gros pôle scolaire de 250 enfants. Et ces enfants n'ont pas la chance d'avoir un équipement adapté pour pratiquer notamment des sports collectifs. Et on sait très bien que les activités sportives collectives favorisent l'intégration et le lien social entre les enfants. Et souvent, ce que j'ai remarqué, beaucoup d'enfants, quand ils font du sport, on est plus sur des enfants des sports de type individuel plutôt que des sports de type collectif. Voilà. Ce que vous voulez dire, c'est que la nouvelle géographie des lieux de vie aujourd'hui en zone périurbaine qui se sont développés comme chez vous, là, sur vos communes, ne correspond peut-être plus complètement à notre histoire cantonale et à notre organisation de gouvernance historique. C'est un peu ça que vous nous dites en filigrane ? J'ai toujours le sentiment qu'on reste sur les mêmes schémas, qu'on centre les moyens et les équipements et les financements uniquement sur les chefs-lieux de canton et qu'on passe à côté de territoires où il y a des besoins, on ne satisfait pas à ces besoins. Et je trouve ça effectivement extrêmement dommage. Si je prends un exemple, j'ai postulé au programme Petite Ville de demain. J'ai pensé avoir tous les critères pour pouvoir répondre à ce programme de financement. Et on m'a opposé que je ne répondais pas aux critères. Et parmi ces critères, c'est problématique dite de centralité. Donc, voilà. Et quand bien même, j'aurais le plus d'enfants sur mon territoire. Je trouve ça un petit peu absurde d'être dans ces logiques de financement et que finalement, on ne réponde pas aux besoins. Moi, aujourd'hui, sur un de mes pôles scolaires, j'ai plus d'enfants que dans certains collèges en milieu rural. Et je me dis pourquoi les enfants de ma commune seraient privés d'un équipement dont ils ont tout aussi besoin que les autres. Vous n'avez pas ou peu d'entreprises sur votre territoire. Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez corriger, quelque chose que vous voulez améliorer peut-être pour peser davantage peut-être dans ce débat territorial ? On représente quand même la deuxième commune la plus peuplée, mais on est riche de nos habitants. Mais au niveau économique, effectivement, on n'a pas un tissu économique très développé, malgré que l'activité agricole soit prépondérante sur notre commune. C'est un peu notre point faible.
la commune n'a pas la compétence pour développer l'économie sur son territoire. C'est bien de la compétence de l'intercommunalité et de la région. On dispose bien de quelques zones d'activité, mais elles sont assez petites. Et je ne sais pas si demain, dans le projet de territoire, l'Interco compte développer ce tissu économique sur notre secteur, bien qu'on ait des demandes. Alors effectivement, c'est notre point faible et c'est ce qui fait de notre commune l'une des plus pauvres de notre territoire. Alors, on perçoit la dotation solidarité cible. Quand on perçoit ce type de dotation, on ne figure pas parmi les communes les plus riches. Très bien. Et souvent, la jeunesse n'est pas considérée comme un critère de pauvreté. Voilà, c'est plutôt un critère de richesse. Paradoxalement, mais les jeunes ne génèrent pas de revenus. Dernière question, Madame Rouxel. Comment elle a vécu le Covid? Comment elle vit la période de Covid et de confinement successif, répété, votre jeunesse? Elle n'a pas l'air de s'en plaindre. Effectivement, on le vit plutôt bien. Parce qu'on a la chance d'être dans des espaces où on respire. L'habitat est très dispersé. On a beaucoup d'espaces naturels. Donc, on peut sortir. Certainement que les habitants et nos jeunes ne vivent pas le Covid de la même manière. Voilà, ils peuvent respirer. Mais j'avoue aussi que le fait de limiter leur interaction sociale peut être pesant pour eux, parce qu'ils ne peuvent pas voir leurs amis comme ils le souhaiteraient. Très bien. Merci beaucoup, Madame Rouxel. Vous faites signe si vous voulez réintervenir dans le courant du débat et on vous donnera volontiers la parole à un débat qui est un peu masculin, on doit le confesser. Donc, vous avez la parole de droit, Madame Rouxel, dès que vous en manifestez l'intention. On était en Deux-Sèvres, donc à Égondigné. On prend la direction de Blasimont. C'est en Gironde, commune de 950 habitants de Gironde, dans le canton de Sauveterre de Guyenne. On est à une cinquantaine de kilomètres à peu près, hein, monsieur Barbe, Daniel Barbe de Bordeaux. Alors, Daniel Barbe, je le dis, hein, je l'ai dit tout à l'heure, vous présidez l'association des maires ruraux de la Gironde. Vous connaissez bien, vous êtes les deux pieds, les deux mains, le cœur, la tête et l'énergie dans la ruralité depuis plusieurs années. Vous présidez aussi le cluster ruralité. Les problèmes que rencontre la jeunesse, selon vous, et la façon dont on peut peut-être essayer de les améliorer, de les corriger, voire de rendre les territoires ruraux plus attractifs par la jeunesse, quels sont ces leviers de votre point de vue? Deux types de jeunesse, à mon avis. Alors, c'est la même, parce que ça lui passe avec les années, mais il y a d'abord la première jeunesse, et j'ai bien aimé ce que vous disiez en préambule, il y a la jeunesse qui fait du 15-25 ans, et puis il y a l'après 25 ans. Et quand on dit 15-25 ans, il faut d'abord parler, dans un premier temps, de la mobilité. Ça a été abordé par ma collègue. C'est la même problématique quand vous êtes en Gironde, quand vous êtes à l'est du département, et quand on est dans une commune de 950 habitants, avec des communes qui sont juste à côté, mais qui des fois sont quand même éloignées, parce que 4-5 km, c'est de la rigolade. Mais il faut quand même aller voir ses copains et se déplacer à 4 ou 5 km. Et quand vous avez 15 ans ou 20 ans, c'est des fois un petit peu compliqué. Ça paraît comme ça stupéfiant de nos jours, mais ce n'est pas stupéfiant du tout, parce que d'abord à 15 ans, on n'a pas le scooter ou le fameux 50 ou la mobilette que nous on avait. On n'a des fois pas le vélo non plus, et ces 5 km sont rédhibitoires certaines fois. Et puis quand vous avez 18 ans, on pense qu'on a aussitôt le permis. Alors certes, on peut avoir le permis. Les parents peuvent être là pour aider à avoir le permis. Les communes aident aussi, les collectivités, l'État. Les collectivités, j'allais le dire, les collectivités peuvent aider à avoir le permis. Mais des fois aussi, ce qui complexifie la tâche, c'est que derrière, malgré le permis, vous n'avez pas nécessairement le véhicule. Et cette première voiture qui coûte cher, pour celui qui n'a pas encore travaillé ou débute juste, et celui qui est en train de faire des études et a besoin de se déplacer certaines fois. Donc il est absolument nécessaire de trouver une réponse à ça. Alors une réponse, c'est peut-être dans la continuité avec les missions locales qui font beaucoup de garanties jeunes, c'est peut-être dans la continuité d'un prêt
peut-être relayé par l'État, par la région, bien sûr, en lien avec... un prêt d'honneur, un prêt 0%. Ouais, exactement, quelque chose comme ça, qui permettrait à ces jeunes de pouvoir accéder à ce premier moyen de locomotion. On a tous connu cette problématique-là, on l'a vraiment tous connue. Et aujourd'hui, on en parle un petit peu moins, vous le disiez tout à l'heure, on en parle moins. Pourquoi? Parce que souvent, on dit on est connecté. Mais la connexion, malgré tout, tous ici, on peut se rappeler que ce n'est pas nécessairement ça qui fait la vie. La vie, c'est quand on a les amis autour de soi et quand on peut faire beaucoup de choses avec. Donc la mobilité est très importante dans le monde rural. Et puis il y a le avant 25 ans, mais surtout l'après 25 ans, c'est le logement. La difficulté du logement dans le milieu rural aujourd'hui, de petits logements, pas très chers, parce que ça permet à des jeunes de pouvoir s'installer dans la vie. Ne pas oublier, ça nous est arrivé parce que c'est la jeunesse, c'est super, mais ça ne dure pas longtemps, parce qu'on était jeunes il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est vrai, Alain, il n'y a pas si longtemps que ça, on était jeunes. Donc, mais quand on a commencé, à un moment donné, on se trouve face à une problématique qui est la même pour tout le monde. Un, quand on s'installe en couple, un gagne un petit salaire et l'autre un saisonnier, un salaire à mi-temps comme ça. Il faut trouver ce petit logement qui permet de se lancer à la vie, qui permet de poser les bases. Donc il faut absolument qu'à le monde rural, on travaille un petit peu plus avec peut-être les bailleurs sociaux. Alors sur votre commune, Blasimont, vous êtes en train de créer ces logements. Alors vous avez une botte magique là, comment vous avez fait là, non, c'est une discussion avec par exemple Gironde d'Habitat. Alors ce qui est difficile, c'est que l'on ne peut pas pointer du doigt, il ne faut pas stigmatiser, il ne faut pas dire que c'est des logements pour les jeunes, mais à un moment donné, il faut aussi affirmer, avoir du courage et de dire, bon, ben voilà, on fait du T2, on fait du T3, on en fait 12, bon, à la grandeur de ce qu'est Blasimont et de ce qu'est le secteur. Et on essaie de les flécher vers les jeunes. C'est une façon de garder ces jeunes sur un village et dans le monde rural. Chaque fois qu'on va partir des jeunes, il faut qu'ils partent. Là, tout à l'heure, je parlais de mobilité, mais c'est dans les deux sens. Quand les jeunes sont obligés d'aller voir et de s'ouvrir à autre chose. Mais il y a ceux qui ne veulent pas partir. Et quand ils sont obligés de partir parce qu'il n'y a pas de logement, quand ils sont obligés de partir parce qu'il n'y a pas de moyens de mobilité, quand vous voyez partir vos jeunes, le monde rural s'appauvrit. Il s'appauvrit et on dit après, ouais, il n'y a que des vieux dans le monde rural. J'aime pas ce mot comme ça, mais c'est tout le temps ce que l'on entend. Et donc ça devient une grande difficulté. Le logement, la mobilité, il faut qu'on pense aux jeunes. Si on a une mixité intergénérationnelle, on est fort et puis il y a l'avenir devant nous. Très bien, merci Monsieur Barbe. Vous revenez dans le débat quand vous le souhaitez. Thomas Tételin, ah, voilà un jeune, il a 29 ans, un peu plus de 25 ans. 29 ans, vous êtes entrepreneur. Je le disais tout à l'heure, vous avez fait vos études à Toulouse, vous avez poursuivi à Bordeaux, vous avez travaillé à Montauban. Voilà. Vous êtes salarié à Martillac aujourd'hui, donc vous prenez le train tous les jours, vous allez nous raconter tout ça. Et vous avez un projet de création d'entreprise sur la commune de Port-Sainte-Marie, donc en Lot-et-Garonne. Là, on parle de mobilité. Alors vous êtes l'hypermobile de ce plateau-là. Voilà, ben alors c'est vrai que je me reconnais dans beaucoup de discours. Effectivement, les problèmes de mobilité, je les ai connus, les problèmes de logement, je les ai connus. Aujourd'hui, donc effectivement, je suis salarié chez EMS Proto à Martillac. J'habite à Port-Sainte-Marie, 20 km d'Agen. Donc voilà, c'est à peu près 80-90 km tous les jours, en train quand je peux, en voiture quand mon agenda est trop serré. Effectivement, j'ai monté mon auto-entreprise puisque une fois que je suis parti, il a fallu que je trouve du travail. Voilà, c'était pas forcément tout prêt, donc voilà, j'ai dû choisir. Voilà, de revenir au pays, comme on dit, et puis monter ma société, voilà, pour réaliser mon activité. Donc, dans le domaine de l'électronique. Vous êtes parti il y a combien de temps? Je voudrais qu'on s'arrête un peu. Vous êtes parti il y a combien de temps de votre territoire de jeunesse, d'enfance? Alors, je suis parti pendant 3 ans pour mes études, donc entre Toulouse et Montauban. Bon, là, c'était heureux, c'était un départ heureux, comme disait M. Barbe. C'était la ville, effectivement. C'était un départ choisi. Et voulu, puisque j'ai dû, au cours de mes études, forcément après, poursuivre. Et pour poursuivre, je n'ai pas pu poursuivre sur Agen. J'ai continué ma licence et mon école d'ingénieur sur Toulouse. Et puis donc voilà, j'ai travaillé à Montauban 3 ans.
Et là, c'était vraiment la ville pour le coup. On habitait en plein centre-ville et puis ça ne nous plaisait pas. Ça ne nous plaisait pas puisque moi, j'ai toujours vécu à Saint-Laurent ou Port-Sainte-Marie. J'avais mon tissu associatif à Port-Sainte-Marie. C'est aussi ça qui m'a fait revenir puisque je suis assez investi dans le milieu associatif. Je suis président d'un festival de musique. Je me suis occupé d'un club de tir à l'arc, un club de planeurs. Et aujourd'hui, la problématique, c'est vrai, j'en parle un petit peu, c'est de pouvoir maintenir les jeunes dans ces clubs et dans ces associations, puisque une fois qu'ils partent, les jeunes, en général, en tout cas, très peu reviennent, à mon goût. Alors, vous avez un projet de création d'entreprise, là, c'est parce que vous en avez marre de faire Port-Sainte-Marie-Martillac au fond, c'est la vraie raison? À terme, oui, effectivement, à terme, l'idée, c'est forcément de développer mon activité pour que je puisse en vivre. 2 autres projets en parallèle donc, qui risquent de voir le jour incessamment sous peu. Le développement d'une activité de commercialisation de moteurs à hydrogène pour l'aviation légère et un autre projet plus concret aujourd'hui qui consiste à maîtriser les perturbations électromagnétiques dans les équipements électroniques. Ça aujourd'hui, c'est des sociétés qui à terme pourraient s'implanter en milieu rural et surtout, in fine, c'est quand même créer de l'emploi en milieu rural. Et vous allez pouvoir le faire à Port-Sainte-Marie, ça? Alors, à vous avez les connexions, vous avez les gens, vous pouvez faire venir les gens dont vous avez besoin, des collaborateurs, des partenaires, des associés peut-être? Alors, pour les 2 futures sociétés, ça va être plus compliqué puisqu'il va nous falloir des structures qui puissent nous accueillir. Donc, ça risque d'être... C'est une pépinière d'entreprise, exactement, c'est ça que vous voulez dire, d'accord. Technopole ou des choses comme ça. Aujourd'hui, concrètement, pour mon auto-entreprise, j'ai des clients dans la Dordogne ou dans les Landes, c'est compliqué. Des fournisseurs en Pays Basque. Voilà, exactement. Aujourd'hui, on peut utiliser les espaces de coworking ou de tiers-lieux qui ont été créés à Saint-Laurent, il y en a d'autres à Damazan, proche de là où j'habite. Et ça, c'est des outils aujourd'hui qui nous permettent de rester en à milieu rural. 5-7 km de chez vous, on va dire, 10 exactement, km maximum. Exactement, c'est dans un rayon de 7 km à peu près. Et ça, c'est des outils aujourd'hui qui peuvent nous permettre de rester en milieu rural, tout en finalement, moi en tout cas, je peux m'épanouir au boulot, tout en restant chez moi et aller chercher mon cajot de tomates chez le voisin, quoi. Ouais. Voilà. Il y a quelque chose que vous ne dites pas. Bien sûr, vous êtes sur votre territoire d'enfance. Oui. Vous avez un peu assez d'aller et venir en permanence, d'être toujours en mobilité. Vous êtes aussi en train de faire construire, et j'imagine que vous êtes renseigné sur les prix à Montauban, à Toulouse et à Bordeaux, et qu'à Port-Sainte-Marie, là, les prix défient tout concurrent, je suppose. Exactement. Ça a été aussi un choix. Forcément, quand on regarde les tarifs sur la banlieue de Bordeaux, forcément, le projet est plus du tout le même. Je rejoins tout à l'heure ce qui a été dit sur le confort et le cadre de vie en milieu rural. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on y reste aussi. Donc forcément, on fait construire, on s'implante et puis on pérennise et on rapatrie un petit peu le savoir en milieu rural. Et puis l'idée, c'est aussi de pouvoir redonner un petit peu ce qui nous a été donné. Parce qu'il ne faut pas oublier que si j'ai pu faire tout ça, c'est aussi grâce quand même à mon parcours scolaire. J'en parle pas beaucoup, mais c'est surtout un projet en BEP, Bac Pro, qui m'a permis justement de pouvoir continuer mes études. Alors s'il s'agissait de développer un projet de robot qu'on présentait au Festival des lycéens pendant 4 ans, et c'est grâce à ce projet que j'ai pu continuer mes études. On l'a bien choisi, Alain Rousset, vous avez vu. On m'en avait parlé. Voilà. Donc, et ça, c'est ce qui vous a permis d'avoir le pied à l'étrier. Oui, concrètement, c'est ce qui m'a permis de continuer mes études. Forcément, je suis parti, mais voilà, on revient aux sources. Très bien. Alain Rousset, on vient d'avoir 2-3 témoignages. Monsieur Reversé, là, qui nous a évoqué ce panorama général. Nos 2 élus des Deux-Sèvres et de Gironde qui nous ont expliqué leurs difficultés et les solutions qu'ils essaient de mettre en œuvre. Alors, c'est vrai quand on pense à la région, on pense souvent intervention économique, transport, infrastructure, voire problématique d'aménagement de territoire, comme on l'a vu dans notre débat il y a 15 jours. Sur la jeunesse, quel est le levier d'action? Qu'est-ce que peut faire, qu'est-ce que doit faire une région, de manière générale, et pourquoi pas la région Nouvelle-Aquitaine, pour favoriser ces développements, ces investissements, ces créations d'entreprises sur tout le territoire? Alors, d'abord, je n'aurais garde de dire ce qui va se passer, parce que je ne le maîtrise pas, et puis nous sommes dans une période, vous l'avez noté, qui m'interdit
de présenter en quoi que ce soit une forme de programme, hein, pour être clair et pour mettre les pieds dans le plat. Par contre, ce que je peux dire, d'abord, c'est que écouter les maires, écouter leurs difficultés, écouter ceux qui ont eu un parcours, et c'est vrai que moi, je suis très fier que le Festival des lycéens, qui date maintenant depuis, je ne sais plus, 15-20 ans, mais au moins 15 ans quand même, voilà, a donné la chance au moins à une personne. Plus, je sais. Voilà. Enfin, en tout cas, quand on écoute les maires, ce que on a entendu tout à l'heure, il y a plusieurs problèmes par rapport à la jeunesse. Des problèmes tout concrets, tout bêtes. D'abord, il y a un problème de vie dans la commune. C'est-à-dire l'équipement sportif, c'était la collègue qui évoquait ça, équipement sportif, équipement culturel. Comment il est possible, dans une politique contractuelle, d'accompagner ce type de projet? Voire même de dire, parce que je pense qu'il faut aller jusque-là, et moi c'est ma façon de penser, y compris dans le domaine de la recherche, écoute, tu as un problème, je mets le chèque sur la table. Je l'évoquais ce matin parce que le côté insupportable de l'organisation jacobine, étatique, morcelée de l'appareil public fait que pour financer un stade, il faut être 8 autour de la table. Et ça, à un moment donné, ben, ça renvoie à 10 ans pour réaliser un équipement public. Et ça, c'est le modèle jacobin, qui est un modèle pernicieux, inefficace, velléitaire. Et Mona Ozouf l'a écrit, je parle sous le contrôle de François Dubé, Mona Ozouf l'a écrit, derrière le terme d'égalité qui date de compétences, qui date de la Révolution, eh ben, on a le laisser-faire du libéralisme au niveau de notre économie. On camoufle toutes les inégalités. Donc il y a ce premier problème qui est un problème très concret. Je regarde les jeunes, il faut qu'ils jouent au foot, il faut qu'ils jouent au rugby, il faut qu'ils jouent au basket. Voilà. Donc, et il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise, bah, écoute, voilà, c'est moi qui le fais. Alors, il faut qu'il y ait de l'autofinancement, bien entendu, mais dans le cadre d'une répartition des compétences. Et la répartition des compétences, c'est aussi la compétence d'ingénierie, la compétence humaine. Une chose est d'accompagner dans leur vieillissement les personnes, c'est un peu le rôle des départements. Autre chose est de gérer, ça nécessite des personnes, des techniciens différents. Autre chose est de gérer l'analyse d'une entreprise, d'une innovation. Voilà. On ne peut pas tout mélanger dans la vie. Hein. Ensuite, après, ce que vous avez dit les uns et les autres, il y a le thème de la mobilité. Alors, je me sens un peu concerné en tant que président de la région. Comment on fait quand un jeune qui a réussi à détecter sa formation de menuisier, de pâtissier, je ne sais pas quoi, moi, sur les systèmes de réfrigération ou de chauffage, etc., il a à 200 km de chez lui le CFA ou le lycée professionnel qui va bien. Comment on l'aide à se déplacer et comment on l'héberge? Comment on l'héberge? Et ça nous ramène à un vrai problème. Alors, le maire de Blasimont l'évoquait tout à l'heure, la vie dans les communes, et ensuite le logement des jeunes. Les équipes de recherche en France ont démontré que le principal obstacle à l'ascenseur social,
c'est le logement des jeunes. C'est le logement des jeunes. On a dans nos parcours, pardonnez quelqu'un qui est dans l'action publique se rappelle cette espèce de parcours, mais regardez simplement. En vous écoutant les uns et les autres, je me faisais le numéro dans la tête. Vous êtes dans un village, vous pouvez faire le primaire, voire même vous pouvez faire le collège. OK ? Après, il faut faire le lycée. Le lycée est à 30 km. Vous ne pouvez pas faire les allers-retours dans la journée. Vous êtes interne. OK ? Et ensuite, après le lycée, vous avez la fac, l'enseignement supérieur, avec tous les degrés. Donc, vous pouvez commencer, j'ose pas dire les noms parce que, voilà, vous montez, vous pouvez arriver jusqu'à Paris. Comment vous logez ? Il n'y a pas assez de logements universitaires. Parfois, la réglementation pour entrer dans un logement universitaire est pas si simple que ça si les deux parents travaillent, même s'ils sont ouvriers tous les deux. Donc, il y a une espèce de ségrégation sociale, Gilles Savary l'évoquait ce matin, que peut-être la crise sanitaire a accentué sur une forme de mobilité proprement dite, physique, et de mobilité sociale. Or, une société qui ne respire pas, elle amène le phénomène des gilets jaunes. Elle amène à des révoltes. Alors, est-ce qu'on peut répondre à tout ça ? Est-ce que j'ai tout listé? Sûrement pas. Sûrement pas. Je pense qu'on peut y répondre. Quand je vous entendais, les maires ou vous-même, je me dis que il n'est pas possible que dans la France du XXIe siècle, on n'arrive pas à répondre à un besoin de logement des jeunes, à un besoin de mobilité. Par contre, il faut qu'il y ait les ressources budgétaires qui aillent avec. Gilles Savary évoquait ce phénomène paradoxal depuis la Libération. On est passé à une époque, d'une époque où on a créé la LGV, on a créé les centrales nucléaires, on en pense qu'on veut, on a créé Ariane, on avait de grands projets. Et puis après, on a donné les clés du camion à quelques grands groupes. Puis aujourd'hui, avec la crise sanitaire, on s'aperçoit que finalement, quoi qu'il en coûte, il faut qu'on réagisse. Et que finalement, la santé, la présence des médecins, la présence d'une école, même, moi j'ai apprécié, bu du petit lait ce matin quand le maire de Saint-Pierre nous parlait de ce qu'il a dû inventer une école Montessori pour sauver son village. Ce qui montre que le système de l'éducation nationale ne règle pas les problèmes de l'ascenseur social et de l'éducation des gamins. Enfin, quand même, quoi. C'était parlant, cet exemple, quoi. Je sauve mon village par une innovation éducative qui est l'école Montessori. Ça vaut le coup de l'entendre, quoi. Et il y a à la fois un paradoxe. D'abord parce que, alors je ne sais pas qui a choisi les intervenants, pardon, aux uns et aux autres, mais on est sacrément positif aujourd'hui. On est sacrément positif parce que, je veux dire, chacun dans les mairies que vous représentez a réglé le problème. La question, c'est combien de temps faut-il pour organiser la réfection de tel ou tel TER ou de telle ou telle ligne ferrée, de tel ou tel système intelligent de covoiturage. Et on n'a pas abordé, on parle des jeunes ici, mais on n'a pas abordé le problème des personnes âgées, pardon. Comment on fait aujourd'hui, dans la Creuse,
pour aller, avec les auxiliaires de vie, maintenir à domicile les personnes âgées. Et ce n'est pas des choses... C'est le paradoxe, c'est quand on pose les choses sur la table, on voit que c'est possible. On voit que c'est possible. Mais bon sang de bois, tant qu'on aura un système colonial en France, avec des décisions comment un ministère peut être compétent pour s'occuper d'aller soigner ma vieille maman dans un des coins les plus ruraux des Monts du Lyonnais? C'est quand même pas possible, ça. Eh bien, ça pourrait être possible, mais il faut déjacobiniser la France. Déjacobiniser la France, y compris d'ailleurs en termes d'esprit et en termes culturels. Parce que un des problèmes que nous avons, nous élus, sur le plan culturel, c'est qu'on aime bien avoir papa ou maman État. Ça s'appelle le syndrome de Stockholm, et je laisserai à François Dubé le soin de juger de ça, de sa chaire universitaire, le soin de juger ma provocation. Merci Alain Rousset pour cette transition. J'y pensais depuis un moment parce qu'on a un défenseur de l'ascenseur social et grâce au système éducatif à cette table ronde, François Dubé. Donc je vous passe bien volontiers la parole maintenant avant d'aller rejoindre nos amis européens, M. Garcia Azcorate et et notre autre expert européen, Paolo Cesarini. Pardonnez-moi, M. Cesarini. Revenons sur la jeunesse en milieu rural. Est-ce qu'elle est finalement, François Dubé, si différente de celle des grandes villes ou des métropoles? Bon, c'est très difficile à dire parce qu'après tout, il y a 1000 manières d'être jeune et je pense que celle de cette partie de Bordeaux n'est pas exactement la même que celle de cette autre partie. Donc, c'est pas la jeunesse rurale ne me paraît pas en soi caractéristique. Ce qui me paraît caractéristique, en tout cas, c'est que le problème que posent les jeunes appelle des politiques a priori contradictoires. C'est ça. Au fond, tout le monde dit il faut les aider à partir, mais il faut les aider à rester, et il faut éventuellement les aider à revenir. Ce qui fait qu'on est toujours extrêmement embarrassé dans cette affaire-là. Alors, moi, je crois d'abord qu'il faudrait les aider à rester, et j'irai dans le sens de ce que vient de dire Alain Rousset sur le centralisme français. J'entendais tout à l'heure Madame le maire dire il me faut, alors ça m'a rajeuni, je voudrais la remercier, il me faut mon stade, ma piscine, mon 1000 clubs. Enfin, j'étais dans les années 60 à Mérignac quand tout maire voulait son stade, sa piscine, sa salle, son 1000 clubs, son truc des jeunes, etc., etc. Je crois que la France se caractérise par le fait qu'elle a un maillage scolaire extrêmement fort sur le territoire, et que ce maillage scolaire est complètement sous-utilisé. Je veux dire qu'un établissement scolaire, c'est fermé 6 mois par an. Enfin, j'exagère, c'est fermé 5 mois par an. C'est fermé à 17 heures. Si nous étions un pays normal, un tas d'activités que l'on appelle aujourd'hui périscolaires, qui sont toujours externalisées en dehors de l'école, pourraient être faits dans ce cadre-là. On peut construire un gymnase à côté du collège, on peut construire un stade à côté du lycée, etc., etc. Or, nous avons une sorte de manie nationale qui est que l'école est chez elle, le stade est chez lui, la piscine est chez elle, etc., etc. Et donc, je crois qu'il y aurait quand même de ce côté-là peut-être à imaginer de faire plus de choses qu'on en fait. On pourrait optimiser, en clair. En tout cas, rationaliser. Et j'ai quand même la nostalgie d'associations qui ont joué un rôle considérable il y a très très longtemps, mais qui étaient la JAC ou qui étaient les mouvements laïques, qui fait que le clocher et l'école s'occupaient des jeunes et ne payaient pas des éducateurs spécialisés pour s'en occuper en dehors du temps de classe. Donc, Souvenir, Monsieur Dubé. Ça n'est pas que des souvenirs. Un tas de pays normaux continuent à faire ça. Or, nous avons, une longue tradition politique qui fait que nous avons créé des systèmes, des dispositifs à l'infini pour prendre en charge des problèmes avec un empilement extraordinaire et une efficacité discutable. Donc ça, il y aurait peut-être des choses. La seconde chose, c'est qu'il faut les aider à partir.
ce qui pose des problèmes de mobilité, de logement, bien évidemment, et qui posera, à mon avis, à terme, le problème du RSA jeune. Alors, c'est un problème qui se posera, mais qui pose évidemment des problèmes fiscaux considérables, parce qu'il va bien falloir défiscaliser les jeunes pour que le RSA jeune ne soit pas une prime de l'argent de poche pour les uns et de l'aide sociale pour les autres. Mais cette question ne pourra pas ne pas se poser. Et là encore, on pourrait imaginer de rompre avec cette accumulation de dispositifs. Oui, il y en a un pour le permis de conduire. Oui, il y en a un pour l'achat de la mobilette. Oui, il y en a un si on habite à tel endroit. Je crois que ce qui est en train de détruire le sentiment de solidarité en France, c'est que la solidarité repose sur un contrat social implicite dans lequel je donne et je reçois. Plus personne, je passe ma vie à regarder les enquêtes, ne sait ce qu'il donne et plus personne ne sait ce qu'il reçoit. Plus exactement, ceux qui donnent ont le sentiment de se faire avoir et ceux qui reçoivent ont le sentiment de ne rien recevoir. Et ça fabrique des réflexes politiques pour le moins antipathiques. Donc je crois que la simplification des dispositifs serait probablement une première mesure. Donc vous êtes girondin, finalement, un peu. Ah, plus. L'autre chose à laquelle je crois aussi, c'est qu'il faudrait s'interroger, parce qu'on parle de plusieurs jeunesses, mais il faut bien avoir conscience, c'est tellement évident d'ailleurs qu'on ne le dit pas, que c'est l'école qui fait le tri. Évidemment, c'est la naissance, etc. Mais c'est l'école qui dit tu vas aller vers des études longues, tu vas aller vers des études courtes, tu ne vas pas faire d'études, etc., etc. Et donc là, je crois qu'il faudrait que nous ayons des politiques assez paradoxales. Alors, je vais enfoncer une porte ouverte, mais je crois qu'une mauvaise politique serait d'avoir une politique qui est uniquement centrée sur « je vous aide à partir ». Je vous aide à partir, c'est-à-dire je vide le territoire. Bon, bien évidemment. Je crois qu'il serait peut-être plus intelligent d'avoir une politique qui fasse que dans les petites villes, dans les villes moyennes, on crée des formations singulières et d'excellence qui fassent venir des jeunes d'ailleurs. Alors, peut-être que c'est la nostalgie, mais je préfère le modèle Égletons, qui fait que tous les jeunes de France allaient se passer des hivers assez frais, il faut le reconnaître, ouais. À Égletons, ou je préfère le modèle Tarbes, qui n'est pas dans cette région, où on a une école d'ingénieurs qui fait venir des élèves de toute la France, et une unité qui fait venir des élèves de toute la France, plutôt que d'avoir simplement des antennes de formation générale qui continuent à vider. Moi, j'avais fait une enquête, alors je ne devrais pas le dire, mais il y a très très longtemps, j'avais demandé aux jeunes de Périgueux pourquoi vous faisiez du droit à Périgueux. Parce qu'il n'y avait pas autre chose. Mais ils répondaient non, c'est parce que c'est à Périgueux. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y aurait eu de la biologie moléculaire, ils auraient fait de la biologie moléculaire. Le problème, c'était de ne pas quitter ses copains, sa copine, parce qu'on n'a pas d'argent, parce qu'on se plaît bien, etc., etc. Donc, je crois qu'il faut avoir des politiques, il me semble qu'il faut avoir des politiques contrastées, des politiques qui aident à partir, mais des politiques qui fassent venir en dehors. Et je crois qu'aujourd'hui, ça a plutôt la chance, parce que les grandes villes, dont Bordeaux est un exemple, sont quand même en train d'exploser sur le plan universitaire. Je veux dire, on a atteint le 80 000, 90 000 étudiants, on est pas 90 000 étudiants, on ne parvient plus à les loger. Les grandes universités sont des universités de recherche, beaucoup plus que des universités d'enseignement. Il faut quand même dire les choses par leur... Les professeurs les plus réputés ne se battent pas pour enseigner en première année. Ou alors ils le cachent. Bon. Donc, je crois qu'on pourrait avoir des politiques, réfléchir sur le fait que la bonne politique, c'est celle qui ferait plutôt tout et son contraire. Alors, merci, M. Dubé. Alors, vous faites l'excellent... Bien sûr, Alain Rousset, je vous en prie. Allez-y. Parce que je bois du petit lait dans ce que dit François Dubé. C'est pas simple, mais en même temps, son idée, avoir des politiques qui aident à partir et des politiques qui aident à rester, le succès d'une des villes de la grande région, la Souterraine, la Souterraine a une licence pro, je crois, sur l'image. Design, président. Design. On y vient de toute la région. Oui, mais ils acceptent un élève sur 10 candidats. Oui, on est à la Souterraine.
Très sélectif, c'est vrai. Et Felletin, c'est un peu la même chose, quoi. Le lycée du bâtiment, enfin, c'est... et vraiment... Par contre, ce qu'il faut qu'on sache faire, et l'État ne sait pas faire, l'État ne sait pas faire ça, c'est qu'on puisse effectivement financer le déplacement, financer l'hébergement, avoir du logement et avoir une vie dans l'établissement. Et ça, c'est en fait, je ne sais pas si François Dubé sera d'accord avec moi, c'est le retour de l'humain dans l'action publique. Oui, enfin, il faut admettre que ces problèmes-là sont des problèmes contradictoires, parce que comme le disait ce matin Gilles Savary, au fond, le rural dont on parle, ça n'est plus le rural qu'on imagine. Je veux dire, il n'a plus le stock d'emploi sur place qui va faire que l'école va trier les uns pour les envoyer ailleurs et garder les autres, ou faire revenir certains, etc. C'est terminé. Donc il va bien falloir penser la mobilité. La mobilité est pour venir et pour partir. Donc je crois que... Même si, cher François, alors, je crois que ça doit venir de mes tripes et de mon histoire, mais je crois à l'usine à la campagne. Je crois à l'usine à la campagne, profondément. Oui. Pour des raisons que le temps présent accentue. Quand on discute avec les chefs d'entreprise des agglomérations, ils vivent une forme de turnover de leurs salariés, notamment des jeunes. À la campagne, si j'ose dire, sous votre contrôle, c'est pas pareil. Il y a une forme de stabilité qui permet la formation, qui permet l'évolution, qui permet la promotion des équipes humaines qui sont dans les entreprises. Très bien. Écoutez, je propose qu'on se tourne vers nos deux amis européens. D'abord, Thomas Garcia Azcarate, j'espère ne pas écorcher votre nom, Monsieur Garcia. Vous êtes sous-directeur au CNRS d'Espagne, donc un des grands dirigeants du CNRS en Espagne. Vous êtes membre de l'Académie de l'agriculture de France et de l'Accademia dei Giorgio Fili. Vous êtes ancien haut fonctionnaire à la Commission européenne, à la Direction générale de l'agriculture. J'arrête là le CV, sinon ça me prendrait encore à peu près 10 minutes. On va aller tout de suite à votre propos. Vous avez un propos plutôt positif, lui aussi, mais qui montre que ville et campagne pourraient agir de concert. On était sur ces injonctions contradictoires soulevées par François Dubé. Finalement, il y a peut-être moyen de travailler de manière croisée, intelligente. C'est le sens de votre propos. Vous avez la parole, monsieur Garcia Azcarate. Merci. Et je suis... Je serais tenté de ne pas faire mon intervention parce qu'en bonne partie, d'autres l'ont fait avec moi. Donc, aussi bien... On vous écoute. Si, elle est très pertinente. Allez-y, je vous garantis. J'adore discuter avec des gens qui osent aborder les vérités toutes faites. Et le jacobinisme en est une. Le fait qu'on a le problème des villes d'un côté et le problème des campagnes de l'autre. Il faut résoudre le problème des villes, il faut résoudre le problème des campagnes, alors sans vraiment, et je suis en ligne avec ce qu'il vient de dire, sans vraiment se poser la question, est-ce que les villes ne peuvent pas être une réponse au problème des campagnes? Est-ce que les campagnes ne peuvent pas être une réponse au problème des villes? Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir en rural-urbain? Et là, je suis tout à fait en ligne avec ce qui va dire. Quand on pense politique rurale ou politique des campagnes, quand on pense jeunes agriculteurs, on pense à une politique pour que les fils d'agriculteurs deviennent agriculteurs, continuent à être agriculteurs. Comme si on voulait renouveler l'administration en faisant que les fils de fonctionnaires deviennent fonctionnaires. Alors aujourd'hui, ce qui caractérise mes enfants, mes deux enfants font quelque chose de tout à fait différent de ce que je fais. Et il y aura encore des ingénieurs agronomes à l'avenir, mais il y a des nouveaux enseignements, des nouveaux enseignants. Il faut donc réfléchir autrement. J'ai parlé des jeunes agriculteurs, mais on pourrait parler. Quand j'ai passé un temps au conseil d'administration de l'École nationale supérieure de la formation agronomique, ma bataille était d'installer des lycées agricoles dans les villes, dans les zones sensibles, un enseignement de qualité qui peut aider à l'insertion sociale et à donner un sens à la vie d'un certain nombre de gens, et par contre installer des centres universitaires d'excellence dans les campagnes.
Et donc, les campagnes sont une des manières de répondre aux problèmes des villes. On l'a vu avec le Covid encore plus. Et les villes sont une manière de répondre à nos problèmes. Alors, les nouvelles technologies, on les connaît. C'est vrai que ça nous facilite la vie. Il y a bien évidemment Internet, etc. Mais il y a aussi Mythic et d'autres qui permettent de se connaître, etc., de se connecter. Mais on le voit dans les villes. Il y a des locations de voitures à l'heure qui se fait sans problème, des vélos électriques ou des mobylettes électriques. Pourquoi ne pas apprendre de cette expérience en ville et justement répondre à notre mobilité, à notre problème de mobilité dans les campagnes avec des applications de ce genre, des véhicules de location, depuis des Uber ou des motos de location ou des vélos de location. Il y a des tas de choses à prendre pour autant qu'on réfléchisse à travailler ensemble et à sortir des sentiers battus. Les services de l'État et de l'enseignement sont bien évidemment une des solutions. Alors, quand le président Rousset parlait de l'usine en ville, il faut quand même, je suis tout à fait d'accord avec lui, avec une petite précision que je suppose il acceptera, il partagera avec moi. Il ne s'agit pas de faire des cathédrales dans le désert pour uniquement des grandes entreprises, mais justement de créer un nuage de petites et moyennes entreprises. Et on a un exemple ici et comment un hub pour petites entreprises dans un canton peut dynamiser et peut attirer les jeunes. Donc, réfléchissons et ne pensons pas à maintenir les jeunes ruraux en milieu rural, mais à attirer des nouveaux ruraux. Et là, François l'a souligné. Réfléchissons à attirer des nouveaux jeunes agriculteurs qui seront différents, qui apporteront une vision différente et qui résoudront une partie du problème, du fardeau que traînent les zones rurales parfois quand il y a trop d'endogamie. C'est ce contrôle social, ce manque d'air et de liberté qui peut gêner, surtout pour les jeunes, comme on l'a signalé. Mais si nous faisons vraiment ce renouvellement, ce remixage, comme ça a été signalé par les deux intervenants précédents, je crois vraiment que il y a un bel avenir devant nous, surtout, je terminerai avec ça, le programme Next Generation, donc les fonds européens qui sont en train de se débloquer pour une sortie du Covid, une sortie plus verte, une sortie plus équilibrée, une sortie plus territoriale, sont une opportunité pour transformer en réalité ce rêve que je crois nous partageons tous. Monsieur Garcia, une question. Pardon, allez-y, Président. Non, mais si. Pour bien sûr, bien sûr. Rebondir sur 3 points. Dans mon idée, ce qu'il faut, c'est d'abord sauver les usines qui existent à la campagne. C'est clair. Il y en a énormément. Et on a en plus des friches à l'intérieur des villes que l'on peut être transformé en lieu d'accueil pour des entreprises multisectorielles. On a des opportunités aujourd'hui. C'est le paradoxe de cette crise, c'est qu'on a des opportunités que j'ai jamais vues. Deuxièmement, moi je vous remercie sur un point, l'idée de créer des lycées agricoles en ville ou des lycées technologiques à la campagne. Enfin, je regarde François, c'est une super idée, ça. Jusque-là, on rêvait de faire des villes à la campagne, maintenant on va faire des campagnes en ville. C'est encore plus beau. Il vous taquine, là, il vous taquine. Non, mais c'est vrai. Ça fait rien. Voilà, enfin, en tout cas, il est évident. Je vous dis, moi, j'ai l'exemple qui m'a le plus ému, que j'ai découvert en Creuse, à la Forêt du Temple, 147 habitants, une usine qui a été créée en 1900 ou 1905 pour les pavés de Paris, à partir des carrières de la Creuse, les maçons de la Creuse, et qui aujourd'hui est devenue une entreprise qui exporte à 70% pour faire les marbres, ces surfaces hyper planes de l'industrie électronique. Enfin, c'est extraordinaire. Voilà, donc
Monsieur Garcia Ascarat, j'avais une question sur la jeunesse rurale espagnole que vous connaissez sans doute bien, en tout cas mieux que nous. Est-ce qu'elle vit les mêmes choses que celles que vous avez entendues de la jeunesse française? Est-ce qu'elle quitte les petites villes, les zones rurales? Est-ce que le phénomène de métropolisation est le même? Ou est-ce qu'il y a des politiques régionales, voire locales, qui permettent de fixer ou de retenir et de permettre le développement personnel, la trajectoire de vie de jeunes à la campagne ou dans les petites villes? Les problèmes sont les mêmes. Il est vrai que nous avons un État plus décentralisé, donc moins jacobin, qui permet d'avoir une plus grande flexibilité à l'heure d'adopter des micro-mesures adaptées au territoire. Il est aussi vrai que cette explosion des mesures locales, pour qu'elles soient vraiment efficaces, a besoin aussi d'une coordination au niveau de l'État, de manière à développer les synergies entre les régions plutôt que les concurrences. Mais nous sommes maintenant à l'étape où nous sommes conscients de la nécessité de développer des synergies et donc où on est en train de reconstruire une collaboration entre les régions basée sur la volonté et sur la collaboration volontaire et non pas sur l'imposition de la capitale. Et c'est les élus qui mettent ça en œuvre ou ce sont les chefs d'entreprise? L'initiative est privée ou elle est publique ou elle est publique-privée? Elle est d'abord publique puisque la responsabilité de l'État est essentielle. Mais comme en France, on ne trouvera pas de réponse à nos problèmes sans une mobilisation publique-privée qui travaille sur les mêmes objectifs. Très bien, merci beaucoup Monsieur Garcia Ascarat et merci beaucoup pour votre propos plein de punch. Je me tourne maintenant vers Paolo Cesarini. Vous êtes chef d'unité, vous êtes également à distance. Vous êtes chef d'unité à la Direction générale de médias, convergence et social médias à la Commission européenne, la DG Connect, on dit, pour faire tendance, DG Connect. Et vous avez un propos très intéressant qui nous dit que le numérique peut changer la donne pour le monde rural, comme pour le monde urbain, comme il le change dans le monde urbain, et qui peut être une nouvelle opportunité pour le monde rural, le numérique. Vous avez la parole, Monsieur Cesarini, bien volontiers. Merci beaucoup. Je suis là avec l'ami Jean Ruiz, qui a contribué à l'organisation de cet événement, que je remercie aussi pour m'avoir impliqué dans cette très intéressante discussion. Je précise que je ne suis pas actuellement chef d'unité à la DG Connect parce que je viens de quitter la commission il y a quelques mois et donc je parle uniquement à titre purement personnel. Vous connaissez bien quand même, vous connaissez bien. Voilà. Mon propos est celui d'attirer l'attention sur l'importance du numérique en tant qu'opportunité pour les jeunes en milieu rural. Je voudrais dire avec une perspective, disons, plus reculée par rapport à votre prise de vue qui est beaucoup plus ancrée, avec beaucoup plus d'expérience sur les réalités territoriales spécifiques. Je voudrais, de ma perspective, souligner un élément. Il y a beaucoup de territoires, une grande diversité de territoires, aussi une très grande diversité de jeunesse à travers l'Europe. Évidemment. Mais il y a aussi deux points en commun qu'on observe un peu partout, n'importe quel État membre, dans n'importe quel État membre. Ce sont des facteurs qui pointent à une situation de handicap pour les jeunes qui vivent en zone rurale. Soit qu'on regarde des indicateurs sur le décrochage social, sur le chômage, sur la présence d'un capital humain stable en milieu rural. Si on regarde aussi le changement générationnel dans les activités traditionnelles comme l'agriculture, tous ces indicateurs ne sont pas au beau fixe, au contraire. Le deuxième point, le deuxième constat, c'est que ceci est la résultante de facteurs qui vont au-delà de ce qu'on peut faire au niveau régional, au niveau local uniquement. Des grandes tendances en cours. La tendance vers la métropolisation est une. Le numérique a, pendant les dernières 10 ans, je dirais, renforcé ce risque d'exode vers le centre métropolitain grâce à cause d'une accentration du pouvoir
dans des grands groupes du numérique. La tendance à l'oligopole dans les marchés numériques est sous les yeux de tout le monde, et cela entraîne aussi une concentration des activités liées aux nouvelles activités du numérique dans les grandes agglomérations urbaines. Ce qui d'ailleurs pousse encore les jeunes à quitter les territoires ruraux, ce qui augmente en retour les clivages numériques au désavantage des zones ruraux. Donc c'est un cercle vicieux qu'il faut essayer de casser, de renverser. Or, les handicaps pour les jeunes ruraux sont bien connus. Ce sont des handicaps, disons, que je dirais structurels, qui portent sur l'accès aux opportunités en termes d'éducation, en termes d'emploi, en termes d'inclusion sociale, participation et engagement dans la vie civique, participation aux activités culturelles, et manque de services et d'infrastructures. Beaucoup d'orateurs avant moi ont déjà souligné cet aspect. Puis il y a aussi des barrières à l'accès pour les jeunes agriculteurs, accès à la terre, à l'hôpital, à la main-d'œuvre, aux connaissances, etc. Au niveau européen, on donne des réponses qui sont quand même à la taille de l'Europe, donc des réponses qui ne sont pas, si ce ne sont pas traduites de façon appropriée au niveau national, à l'échelon régional et puis au niveau plus local, n'ont pas toujours l'impact espéré. La réponse est multidimensionnelle. Il vise la mise en place de politiques ciblées qui concernent les jeunes, mais de haut niveau. Depuis 2016, il y a une communication des actions qui sont prises en concertation avec les États membres. Il y a évidemment le soutien de la PAC, avec un programme pour les jeunes agriculteurs, l'aide au démarrage, les aides aux jeunes en zone rurale, même s'il ne s'agit pas d'agriculteurs, via les FEDER, et aussi d'autres instruments de soutien aux jeunes. La garantie pour la jeunesse a été mentionnée tout à l'heure, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est la perception et les gens qui vivent dans les territoires peuvent avoir du résultat de ces politiques. Et les résultats sont plutôt mitigés. Si on regarde une analyse de Eurobaromètre de cette année, on voit que, bon, il y a des perceptions d'amélioration dans certains domaines, comme la connectivité, les transports en infrastructures, les activités liées, les infrastructures récréationnelles et culturelles, etc. Mais il y a d'autres aspects qui sont par contre jugés négativement. C'est l'accès aux équipements éducationnels, aux services santé et aux opportunités de travail, naturellement. Alors, c'est le moment de penser et de faire des choses dans une perspective d'avenir. Comme vous le savez sûrement, il y a un processus de consultation en cours pour une vision de longue à long terme du développement rural. La semaine de la vision rurale vient de se terminer le 26 mars et sous l'agide, avec la coordination du réseau européen du développement rural, il y a 4 priorités qui émergent et qui ont été d'ailleurs rappelées dans le discours de clôture du commissaire Elisa Ferreira. Et les 4 priorités pointent à la nécessité d'amélioration dans le domaine des services publics de base, de la connectivité numérique, dans les questions déjà évoquées à plusieurs reprises, dans les transports, dans les infrastructures de transport, et puis, très important, un développement économique qui est combiné avec la durabilité. En d'autres termes, il s'agit là de faire en sorte que la double transformation numérique et verte puisse transformer les risques en opportunités pour les jeunes en milieu rural. Et l'autre chose qui est importante de souligner dans cette réflexion qui est en cours et qui devrait aboutir avant l'été dans une nouvelle communication, dans de nouvelles lignes directrices, un plan d'action pour la jeunesse rurale, y compris pour la jeunesse rurale, disons, que la Commission adoptera donc d'ici la fin de l'année, ce qu'il faut souligner, c'est l'importance d'une méthode participative, donc une vision qui suit une approche ascendante, qui écoute les habitants, qui implique aussi le jeune et qui combine, disons, un dialogue structuré et qui organise un dialogue structuré avec les autorités locales et les habitants. La transformation numérique a évidemment 2 conditions de base. Pose des conditions de base, la connectivité, et au niveau européen, il y a seulement 59 de ménages ruraux qui disposent d'un accès à haut débit, contre 86% pour l'ensemble
des zones urbaines d'Alluret, et puis les compétences numériques. Ça, c'est très important aussi. Seulement les 48% des habitants ruraux possèdent les compétences de base, contre les 62% pour les habitants des villes. Évidemment, si on n'adresse pas ces conditions, les opportunités du numérique ne seront pas saisies. Et les opportunités concernent le rapprochement des citoyens au service de base, concernent l'enseignement, concernent la création de nouveaux emplois ou la réqualification d'emplois existants, la mobilité intelligente et l'engagement et la participation de la vie civique de population. Je voudrais terminer en faisant focus sur une expérience qui, à mon avis, est positive, mais doit être encore plus développée. C'est l'expérience des centres ruraux numériques. C'est un concept qui couvre une variété de situations. Il s'agit de pôles d'entreprise, de pôles de formation, de pôles d'innovation, de Fat Lab ou des centres multiservices, etc. Et ce qui est quand même à souligner, c'est la commonalité de ces expériences. Ce sont des expériences qui partent de la base, qui partent des exigences relevées au niveau local et qui font du numérique et de la numérisation une opportunité pour tenter de nouvelles voies, tenter de nouvelles expériences. Il y a des résultats qui, en étude récente d'un groupe de chercheurs hollandais qui vient d'être publié au mois d'octobre de cette année, indiquent que ces expériences comportent en général des effets positifs pour la résilience des communautés rurales et pour le renouvellement générationnel. Les retombées positives concernent différents secteurs, ce qui concerne la mobilité, la logistique, le développement des centres multiservices qui inclut aussi l'assistance aux personnes plus âgées qui vivent dans les communautés, concerne le développement de méthodes alternatives pour traiter des soins et assurer des services de santé pour ceux qui vivent dans des régions plus reculées, concerne l'énergie, une prise en main collective de problèmes de gestion des ressources au niveau local, et concerne naturellement l'éducation et la formation. Or, ces expériences sont positives, mais manquent en efficacité encore. Et une des raisons pour lesquelles l'efficacité n'est pas à son plein, c'est parce que ce sont des réalités qui suivent des approches très différentes, qui sont très fragmentées. Il y a une très grande variété de centres numériques et qui donc n'arrivent pas à arriver à une activité d'échelle. L'essentiel, à mon sens, c'est de pouvoir mettre en réseau ces expériences, communiquer les bonnes pratiques qui se sont développées dans différents centres à travers toute l'Europe, de mettre un réseau et faire en sorte aussi qu'au niveau régional, là où on est en train de développer de Digital Innovation Hubs, donc des pôles d'innovation numérique, dans le cadre donc, du programme DEP, Digital Europe Programme, pouvoir créer des liens entre les centres locaux, numériques locaux, et les Digital Innovation Hubs, qui par contre ont une dimension complètement différente et qui visent les grandes et les petites entreprises en premier lieu, peut créer des synergies qui sont absolument porteuses d'avenir pour les territoires locaux. À mon sens. Et un des aspects, et je termine sur cette idée, c'est que l'éducation et la formation en réseau est peut-être un terrain d'expérimentation à fort potentiel et qui peut contribuer réellement à un rééquilibrage démographique au niveau des territoires locaux. Et donc la mise ensemble de centres qui portent leur expérience, leur acquis, leur vision, et qui ont constaté comment la mise en relation par le virtuel des différentes activités qui vont de l'enseignement jusqu'à l'entreprise puissent être enseignées, puissent être portées à la connaissance de tout le monde et en faire un sujet pour ce que Thomas tout à l'heure envisagé comme une institution nouvelle, une institution d'enseignement secondaire ou même tertiaire, qui reporte
au niveau territorial, local, des activités de haut niveau, potentiellement créatrices de haute valeur ajoutée, par la mise en relation de réalités qui, pour l'instant, n'arrivent pas à ce stade de production à cause de leur fragmentation. Vous avez, Monsieur Cesarini, en Italie, au cœur des Pouilles, au cœur de la Sicile, des pôles d'innovation numérique secondaires, si je puis dire, en relation avec ceux de, je sais pas, de Milan, de Bari ou de Palerme. Ça se pratique dans les milieux ruraux en Italie? Vous avez des exemples concrets aujourd'hui déjà? Écoutez, il y a des exemples qui vont de l'Écosse à l'Irlande, de la Roumanie jusqu'à la France, en passant par le Portugal jusqu'à la Sicile. Je vous dis, sont des expériences qui peuvent être très locales. 10 personnes peuvent être les initiateurs d'un programme de ce type. Dans d'autres cas, c'est beaucoup plus structuré, avec des collaborations, avec des entreprises importantes qui opèrent dans la région, ou avec des institutions académiques encore qui sont des pôles de connaissances dans la région. Par exemple, en Sicile, toute une série puisque vous mentionnez la Sicile, une série d'expériences et d'entreprises nouvelles qui se sont organisées dans les régions plus reculées autour du volcan Etna, et qui portent et qui visent à la fois le secteur agricole, l'artisanat, le tourisme, mais aussi des activités technologiques, se développent grâce à des interactions avec des entreprises de taille, comme MT Electronics, qui est un groupe franco-italien qui opère dans le domaine de l'électronique, et avec l'Université de Catane. Et le prochain programme européen qui va être adopté, si j'ai bien compris, d'ici à quelques mois maintenant, dans le cadre de la nouvelle génération des fonds structurels, va donner des moyens financiers aux territoires pour développer ces centres. Ça sera dans l'agenda financier de l'Europe dans les prochains mois? Disons, ce qui va être adopté avant l'été, c'est une vision à long terme pour le développement rural. D'accord. Après, et sûrement, les priorités que je vous ai indiquées, qui sont les services de base, la connectivité, comment ça s'appelle en français, la connexion. Non, la connectivité, en effet, puis les transports, l'infrastructure des transports, oui, et l'économie durable, disons le modèle d'économie durable dans plusieurs secteurs transsectoriels, sont les secteurs où on va pousser le plus pour le développement rural. Après, Next Generation Europe, donc les fonds pour la relance économique, et les fonds structurels, et les nouveaux programmes d'intervention à gestion directe, comme Horizon Europe ou les Digital European Programme, vont être mis à contribution et en synergie pour la poursuite, entre autres, de ces objectifs, de ces priorités. Très bien. Un grand merci, Paolo Cesarini, pour ce point numérique et ces perspectives pour appliquer au milieu rural, aux zones rurales. Une réaction peut-être sur ce plateau à ce qui vient d'être dit, Monsieur Barbe, maire de Blasimont. Je vous en prie. Sur un peu tout ce qui a été dit, j'ai bien aimé la méthode participative. Très important, la méthode participative, et faire participer les jeunes sur des projets, sur des décisions. C'est important dans le milieu rural. Mais la difficulté, Alain Rousset l'a dit, M. Garcia l'a dit aussi, c'est souvent l'inertie pour arriver à faire arriver nos projets. Quand on a plusieurs interlocuteurs en face de nous, maire d'une commune, on va prendre des fonds d'État. Vous prenez la CAF, alors là c'est des fois le summum de tout. Vous prenez la région, vous prenez le département, vous mettez des fonds européens. Le jeune avec qui vous avez eu des fois des difficultés pour comprendre ce qu'il voulait, parce qu'il y a quand même l'effet de génération. Le jeune, qu'est-ce qu'il veut? Il veut aller vite, il veut aller très vite, le jeune, parce qu'il a peur d'être vieux demain. Et donc il veut aller très très vite. Et notre difficulté à nous, en France, encore plus qu'en Espagne, c'est que, ou ailleurs, on n'a pas la possibilité de porter des micro-mesures sur nos territoires. On n'a pas de guichet unique. Alors on a des élus qui mettent énormément d'énergie pour réaliser ces projets pour les jeunes.
Le problème, c'est que quand le projet arrive, le jeune est devenu un vieux. Donc il faut faire très attention à ça. Il faut que l'on réponde. Alors, bien sûr, c'est des réponses à long terme, mais il faut penser à la génération avec qui nous sommes à ce moment-là en train de travailler. Thomas Tételin, vous confirmez ce maquis-là, vous le vivez comme ça? Très clairement, dites-nous. Oui, clairement, c'est tout à fait ça, oui. Je pense qu'effectivement, c'est ça. Ouais. Très bien. Alors, je voulais m'adresser à Jean-Marie Guilloux. On ne vous a pas entendu encore lors de cette table ronde. Jean-Marie Guilloux, université à la campagne, synergie monde rural, synergie monde urbain. Vous devez boire du petit lait à entendre nos amis d'Italie et d'Espagne, monsieur Guilloux. Alors, j'entends du lait. Je vais essayer d'être bref, parce que je suis d'accord avec plein de choses qui ont été dites. Je voulais reparler de l'hostilité envers la jeunesse qu'on a un peu partout en ce moment dans notre pays, que ce soit dans le rural et dans la cité. Si les jeunes dans les milieux ruraux commencent à faire du bruit avec les scooters et à faire des bringues de bière sous la halle, il y a un problème. Dans les villes, ils peuvent le faire, public et privé, mais ils ne sont pas acteurs de la cité. Et dans le rural, les jeunes ne sont pas acteurs de la cité. Si on les enferme uniquement sur le stade de foot, c'est qu'on veut les réguler, faire du sport. Mais vous savez, quand on commence à avoir 16-17 ans, on commence à transgresser. Il n'y a pas que le foot. Alors, quand je dis transgression, c'est la liberté, c'est l'émancipation. Ça passe par là. Si on n'accepte pas la transgression, on n'accepte pas l'innovation. On n'accepte pas l'émancipation. J'ai eu un débat un jour avec des maires ruraux sur le patrimoine. Au début, ils parlaient du patrimoine, bon, ok. On a parlé de la jeunesse. Et on leur a dit à un moment donné, mais si les jeunes mettent des tags sur votre église, etc. Alors, ils ont sifflé. Et au bout d'une heure de débat, ils ont dit, on cherche les tags, parce qu'on n'a pas les jeunes. Je vous le dis, il y en a un qui a dit, oui, le patrimoine, c'est le visage de la mort. Je tiens à le dire. Après, nous sommes dans un pays jacobin, les universités sont dans les métropoles. Il n'y a qu'une université qui est à Cluny, à côté de Lyon, les Quatre-Arts. Et le maire de Cluny, un jour, leur a donné la clé pour tous les projets culturels de la ville. Ça les a responsabilisés et ils ont gagné. Ils ont gagné. Les Lyonnais viennent à Cluny. Les artistes de Lyon qui ne sont pas visibles dans la ville, comme à Bordeaux, comme à Toulouse, ils viennent à Cluny et les Lyonnais viennent à Cluny. Enfin, ça, je vous le dis très simplement. Alors, par ailleurs, je crois qu'il y a vous avez dit avec beaucoup d'intensité, la mobilité est accentuée dans le rural, le lien avec le monde. Parce que dans la cité, comme Bordeaux, il y a un lien, il y a des réseaux, il n'y a pas forcément à ce point-là. Alors que dans le rural, on peut justement l'élargir, on l'a parlé du numérique, mais qu'il y ait des transmissions, des liens avec le monde. Moi, j'ai créé une association qui s'appelle Coup de pouce. On aide les jeunes de banlieue qui n'ont pas de réseau. On aide les gens ruraux qui n'ont pas de réseau pour trouver des stages. Et on trouve des stages en Europe. Ils ont des meilleurs stages que les autres. Et ce qui est marrant, les CAP, M. Rousset en parlait beaucoup, je sais qu'il y a 2 CAP de menuiserie qui sont allés à Hambourg, chez les Allemands, ils ont été embauchés, ils ont fait un an, et ils sont revenus dans leur territoire, parce que c'est à partir de leur territoire qu'ils ont eu ce lien. Je tiens beaucoup à cette idée de mobilité et de lien avec le monde. Il n'y a rien là en ce moment. Je peux vous assurer que les gens de banlieue et les gens du rural n'ont pas les réseaux. Voilà, c'est simple. Je repense à la Silicon Valley, où ça a été inventé à la campagne, dans le trou du cul du monde. Je vous le dis au passage. Je parle beaucoup, je rejoins beaucoup, le logement est un levier. Alors, c'est un levier pour la mobilité des jeunes, levier rester dans le rural, mais aussi d'aller ailleurs et de revenir. Je tiens à ça. Je rappelle l'état jacobin que nous avons. Nous sommes le dernier pays de l'OCDE. Monsieur Dubé va me dire OK sur l'ascenseur social. J'étais au débat de l'OCDE il n'y a pas longtemps. Nous sommes le dernier pays de l'ascenseur social. Le rural peut être un levier d'une modernité justement pour l'ascenseur social. Je rejoins ce qui a été dit.
Nous pouvons mettre l'enseignement supérieur dans le rural. En France, on va dire non. En Europe, on va dire oui. Et on peut le faire. En France, y compris. Bon, je ne vais pas en rajouter. Ne restons pas sur la jeunesse, mobilisés uniquement sur, bon, les jeunes, il ne faut pas qu'ils déconnent, on va leur faire le stade de foot. La transgression, l'émancipation crée une dynamique. Très bien, merci Jean-Marc Guillou. On a des scores si mauvais sur l'ascenseur social, François Dubié. Je savais qu'on n'était pas aussi bon qu'on le pensait, mais je ne pensais pas qu'on était les derniers de la classe quand même. 30 secondes, oui. On est le pays à plus faible mobilité sociale en France. On est le pays dans lequel l'origine sociale détermine le plus ses résultats scolaires. Et on est le pays dans lequel les résultats scolaires déterminent le plus l'accès à l'emploi. Voilà. Donc, et au lieu de dire arrêtons de faire ça, en général, les gens vous disent ça ne marche pas, donc il faut en faire encore plus. Donc, on a une sorte de croyance nationale. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut faire très attention, parce que le tropisme français que l'on a, mais qu'on n'a pas autour de cette table, mais que l'on a, c'est toujours de dire que si on a un problème, c'est parce que les élites, l'ENA, n'est pas assez représentative de la société. Alors, je pense qu'il faut que l'ENA soit plus représentative de la société, mais je pense que ça n'aura aucun impact. Aucun impact. C'est mieux moralement, mais ça n'aura aucun impact. Pourquoi ? Parce que le problème que pose l'égalité des chances, et je m'arrête là, ce n'est pas les vainqueurs de l'égalité des chances. Le problème de l'égalité des chances, c'est que vous triez entre le bon grain et l'ivraie, les bons élèves qui viennent de Creuse ou de n'importe où, qui montent dans la société, c'est très bien. Le problème qui se pose partout, c'est qu'est-ce qu'on fait des autres. Et actuellement, les autres sont en train de devenir fous. Parce que, d'une certaine manière, ils sont les produits d'un clivage qui n'est pas un clivage de classe classique, qui est le clivage des vainqueurs et le clivage des vaincus. Les vainqueurs sont fiers de leur victoire. Des ennemis et des non-ennemis. Non, oui, mais c'est plus que ça. Les vainqueurs sont fiers de leur victoire, ce qui suppose que les vaincus assument leur défaite. Et comme c'est désagréable, eh bien, ils préfèrent nous haïr. Donc, je crois qu'il faut faire très, très, très gaffe à cette affaire-là. Il faut développer de la mobilité, mais il y aura toujours dans le village un certain nombre de jeunes qui n'auront pas les ressources, les moyens, la chance, appelons ça comme on voudra, et qui, eux, seront la priorité. Très bien. Merci, monsieur Dubé. On arrive à la fin de cette deuxième table ronde du Forum européen des ruralités en Nouvelle-Aquitaine. Geneviève Barra, qu'est-ce que vous inspire ce qu'on vient d'entendre, et vous qui avez géré cette ruralité au sein de la collectivité régionale depuis 6 ans maintenant. En discutant avec M. Dubé, je vais répondre. Vous savez, le bonheur, c'est pas forcément d'être énarque ou d'être dans l'élite. Le bonheur, ça ne se situe pas forcément là. Et on n'a pas forcément un sentiment d'échec si on n'est pas énarque. Ouais. Voilà, je voulais vous le dire. Mais ça, si, c'est important. Non, aujourd'hui, on a une jeunesse, comme disait monsieur, qui est quand même tournée vers autre chose, quoi. Et donc, moi, la conclusion, c'est la sphère privée. J'ai entendu effectivement, vous avez raison, c'est la sphère privée des jeunes, parce qu'il y a une perte de l'engagement, une perte de l'éducation populaire, comme citait M. Dubé, la Jacques, en son temps, avait ouvert les gens. Et il y a aujourd'hui un problème d'engagement et de volontariat. Aujourd'hui, il y a un outil qui est très intéressant qui s'appelle le service civique, et qui est développé. On va avoir 100 000 missions en plus. On a un problème dans la ruralité. Et on a un problème lié à la mobilité et au logement pour développer. Mais je pense que c'est un fil qu'il faut tirer pour la jeunesse, parce que c'est aussi les jeunes des villes qui peuvent venir voir ce qui se passe dans le monde rural. Après, le renouvellement, les agriculteurs, je suis entièrement d'accord. De toute façon, les agriculteurs, on va mettre tout le monde d'accord. Nous n'avons pas le renouvellement en interne. Si on n'intègre pas des gens de l'extérieur, nous n'aurons plus d'agriculteurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour le foncier ? Il faut peut-être aussi une politique agricole commune qui ne favorise pas éternellement l'agrandissement, qui ne laisse pas de place à des jeunes qui sont très intéressés. Parce que c'est un métier qui fait rêver. Bon, c'est un peu de l'imaginaire. La réalité n'est pas toujours aussi facile, mais il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de faire ça.
Après, partir, rester, revenir, je suis entièrement d'accord avec vous. Il faut qu'un jeune en milieu rural, il n'ait pas signé à résidence, il faut qu'il connaisse autre chose pour avoir envie de revenir. Rester, il y a des jeunes qui ont choisi ça. Dans les années 60, on avait fait des usines pour eux, la plupart du temps. Moi, je suis d'un pays de catastrophe industrielle. Les filles étaient dans le textile, les garçons dans la voiture. On sait ce que ça a donné. Tout est quasiment fermé. Voilà. Mais ceci dit, il faut attirer. Je crois que l'exemple de monsieur est probant. Thomas je pense qu'il y a... Et vraiment, cette idée d'assignation à résidence, je crois que la mobilité, je suis d'accord que c'est un problème, mais elle est aussi dans la tête. Et aujourd'hui, on a des lycées agricoles où les jeunes refusent de partir en voyage scolaire à l'étranger. Donc là, il y a un vrai problème. Il y a une histoire, il y a un décalage entre les jeunes. Mais je pense que les jeunes de banlieue, c'est pareil. Ils ne veulent pas vraiment quitter non plus leur banlieue. Je crois que tout le monde... Et vraiment, c'est une histoire de partage et d'échange. Voilà. Et bon, moi, je voulais simplement prendre l'exemple des maçons de la Creuse qui n'avaient pas de choix, qui allaient à Paris 6 mois dans l'année et qui revenaient sur leur ferme faire le reste. Voilà. Vive la Creuse. Merci Geneviève Barra. Merci pour ce propos de conclusion. Je vous remercie les uns et les autres grandement. Là, notre table ronde arrive à sa fin. C'était la deuxième table ronde comme celle d'il y a 15 jours, donc de cette deuxième ou troisième édition du Forum européen des nouvelles ruralités, en Nouvelle-Aquitaine. Je voudrais que le mot de la fin vienne à celui qui a introduit nos débats tout à l'heure, Clément Revers. Tirez-nous un peu les leçons, la substantifique moelle de ce que vous avez entendu au cours de cette heure et demie, qui était particulièrement dense, je trouve. Merci beaucoup, en tout cas, pour tous ces échanges qui, effectivement, ont été très riches. Je pense qu'il y a plusieurs éléments qu'on peut voir. D'une part, effectivement, ce qui peut ressortir, c'est le vécu qu'il faut prendre en compte de ces jeunes. Ce que vous disiez tout à l'heure sur l'engagement, j'amènerai une nuance, c'est que effectivement, pour pouvoir s'engager, il faut la possibilité de le faire. Donc la possibilité, c'est effectivement tout ce qu'on a dit tout du long de ce débat, c'est-à-dire pouvoir accéder à l'emploi, pouvoir accéder au logement, pouvoir être mobile. Et c'est vrai qu'on a soulevé beaucoup de propositions qui peuvent être intéressantes pour développer ça et pour pouvoir relancer la vie au niveau communal. La question de la sociabilité qui ne se tourne pas uniquement vers la sphère du privé, on l'avait dit, c'est là où au final on amène les amis, on amène la famille, et aussi là où il y a le numérique, le privé en milieu rural. Et donc réussir à ouvrir pour les jeunes les espaces ruraux, dans le sens l'espace public rural, c'est une nécessité. Après, au-delà de ça, il y a toutes les questions administratives, politiques qui viennent s'ajouter, où je suis d'accord qu'il y a ce problème au niveau de la temporalité, comme vous le disiez, pour faire un stade dans la commune, ça peut prendre des années. Mais je pense qu'effectivement, il y a aussi, et c'est ce qui a été relevé, il y a un besoin de casser l'approche un petit peu trop dichotomique qu'on peut avoir avec un monde rural d'un côté auquel on accroche énormément d'éléments folkloristes où on a tendance à trop considérer le rural encore aujourd'hui comme un espace passéiste. Le rural, ça n'est pas ça. Il y a beaucoup d'éléments qu'il faut, heureusement, mais il y a beaucoup d'éléments qu'il faut développer, sur lesquels il faut appuyer, et ça ne fonctionnera, à mon sens, que en prenant en compte les besoins et les attentes de la jeunesse réellement, et donc en allant les questionner, et d'un autre côté, en sachant jouer au niveau du territoire sur ces besoins. Merci beaucoup, Monsieur Reversé. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. On avait 2 dames sur le plateau aujourd'hui, ce n'était pas comme il y a 15 jours. Merci à vous, Monsieur Cesarini, Monsieur Garcia Azcarate, Jean-Marie Guilloux, Thomas Tételin. Merci à vous, Patricia Roussel. Merci à vous, Monsieur Reversé, et Monsieur Dubé. Voilà, c'est la fin de la 2e ou 3e édition du Forum européen des ruralités en Nouvelle-Aquitaine. Il nous tarde d'avoir la prochaine édition. À bientôt à tous et bonne fin de journée.